Prenez place sur le monticule et bienvenue dans First Pitch, le podcast MLB des équipes de ce Playoff FR et retour du podcast hebdomadaire et retour du conseil de classe en direct de l'asile. Et oui, je suis toujours dans ma chambre, c'est magnifique. Et pour me rejoindre aujourd'hui, c'est Jérémy, mais pas dans ma chambre, bien entendu. Il est chez lui, au calme. Et voilà, prêt pour ce nouveau conseil de classe. Comment tu vas, Jérémy? Ah écoute, bon boudin, hein, bientôt, c'est bientôt la fin, l'année 2025. Ça va, c'est la course en ce moment, je suis pas trop la MLB, on a dû se Il y en replonger a dans les pas. conseils. Ouais, mais il y a des trades, tu vois? Honnêtement, Ouais. je ne le suis pas du tout. Néanmoins, on a remis un peu notre nez dans les conseils de classe parce qu'on a eu un petit temps d'arrêt. En tout Mmh. cas, j'espère que le calendrier de l'avant improvisé par le J vous a plu. En tout cas, ça nous a fait plaisir de le faire. Ouais, C'était c'était un kiff sympa. total, malgré l'urgence, voilà, de faire des casts tous les jours et Ouais, voire d'enregistrer, plusieurs. 80 prises, pour une seule case, en fait, finalement. Mais sinon, ouais, ça va le faire, ça va le faire. Conseil de classe, allons, on reprend, comme ça on vous emmène tout doucement vers, la saison 2026, hein, qui approche à Mmh. grands pas. Exactement. Et donc on va attaquer le conseil de classe de la National League East pour cette saison 2025. Je vais faire un petit disclaimer juste avant, rapide. C'est avant de lancer le conseil de classe. La MLB, comme tu l'as dit, elle bouge tous les jours. Ce que l'on dit aujourd'hui peut déjà évoluer demain ou a peut-être déjà évolué. Donc là, c'est une photo à l'instant T de la saison. Et promis, on reviendra dessus pour voir qui a écouté nos conseils et qui s'est planté ou qui n'a rien écouté. Donc voilà. Ça marche? On y va? Allez, c'est parti. Je t'attends. Tu Phillies. m'attends? C'est moi? Bah, c'est toi qui fais les points forts et les points faibles. Oh, d'accord. Ah, bien placé. Allez les Phillies. On prend les mêmes et on recommence. Saison similaire à 2024, enrayée en comment dire, Division Series par les Dodgers, avec une énorme erreur pour mettre fin au rêve de champion de division. La saison régulière, quand même, a été excellente pour eux, et de grosses perfs sur le monticule et une saison MVP de l'élève Kyle Schwarber. Je rappelle les Phillies, 96 victoires, 66 défaites pour cette saison. Les points positifs, on a eu 3 lanceurs dans le top 10 Cy Young National League. Christopher Sanchez, Jesus Luzardo et Zach Wheeler. Je reviens avec Sanchez. Il retire 212 frappeurs en 202 manches. Luzardo, il y a eu un peu plus de mal avec les frappeurs adverses, mais il affiche quand même une moyenne au bâton, on va dire de 240 et un OPS à 656, voilà, qui a grimpé jusqu'à 801 malheureusement pour lui. Ensuite, Wheeler, saison fantastique, 195 frappeur retiré pour 149 manches lancées, un 5K T200. Mais une opération met fin à sa saison précipitamment. Voilà pour ces 3 lanceurs. L'enclos des releveurs. Des individualités au secours, voilà, Tanner Banks, le gaucher, Johan Durand qui a fait vachement de bien quand il est arrivé en seconde partie de saison. Une grande bouffée d'air frais pour la seconde Exactement. partie. Comment? Exactement, je dis. Exactement, ouais, ouais, ouais. Avec un but sur balle encaissé en 20 manches, point 1, 27 retraits et 16 sauvetages. Du lourd. Mmh. Alors, la production offensive qui a été équilibrée. Il y a 10 joueurs des Phillies qui ont été au-dessus des 10 home runs cette saison. Je sais que 10 home runs, c'est pas forcément ouf, mais quand même, 10 joueurs avec 10 home runs plus, c'est quand même pas mal. On va revenir sur notre élève modèle Kyle Schwarber en mode MVP, 56 home runs, 108 buts sur balle, 132 RBI et il termine top 2 MVP. Il est donc logique de le retrouver, on va dire, dans la position line-up 3 ou 4. Mais finalement, à partir de l'été, il a été dans la position numéro 2 et ça a été une très bonne stratégie de la part du staff des Phillies pour moi. Il y a eu des acquisitions qui ont été clés. On va reparler de lui, Harrison Bader, Joan Durand. Et la fameuse sensation, et on en parlait avec Julien dans nos podcasts, c'était Otto Kemp. Tout Il à fait fait. vraiment très bien. Les points négatifs. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? Avec même Johan Durand, difficile de boucler les fins de match. Jordan Romano, nouvelle recrue, il a eu des difficultés à limiter, on va dire, comment dire, à se faire
taper ses balles en home run. Il termine avec une ERA à 12 qui le laisse gentiment glisser vers la sortie. Alvarado, on vient avec son contrôle positif au produit dopant, mais c'était pour maigrir, hein, c'est ça, de mémoire? Oui, oui, bah, l'éphédrine, ça marche super bien, et puis ça permet de tenir. Mais c'est un vachement bon produit. Et bah, du coup, 80 matchs de suspension, et bah, du coup, les playoffs dans le cul. Voilà. Donc ça, pour lui, c'est un Lulu. peu dommage. Voilà. Aaron Nola, connu pour être plus régulier, et là, ça a été tout le contraire. Un ERA à 6 en 94 manches lancées. Il a squatté le banc des blessés un peu trop longtemps. Et Max Kepler et Castellanos qui n'ont pas été flamboyants, mais pas ridicules non plus, on va dire, pour les Phillies. Ce qui a manqué pour les Phillies, c'est toujours cette marche en Division Series finalement sur cette saison, quoi. Ils loupent toujours cette marche contre Los Angeles, quoi. Et ça, ils n'y arrivent pas. Alors après, voilà, comme tu l'avais souligné, je m'en souviens sur le débrief des Division Series. Leur fin de saison est à l'image de la fin de match qu'ils ont eu contre les Dodgers et ils perdent justement ce titre-là. C'est-à-dire grosse cacophonie, tout le monde gueule, personne ne produit de points et du coup c'est le petit jeune qui en pâtit. Donc voilà, finalement, oui, sur le papier, les Phillies, c'est du lourd, mais les finitions, c'est pas ça avec eux. Et pour moi, alors malgré s'ils terminent premier, on va dire, de la division Est de la National League, pour moi, ça sera la note d'un B-. Oh! Tu été Ouais, sévère. mais ils ont des très bonnes individualités. Ils ont vraiment des éléments individuels très très bons. Et le collectif, pour moi, ça fait partie d'un tout dans le baseball. On est d'accord? Eh ben, ils n'ont pas su le mettre à profit sur ce match contre les Dodgers. Et du coup, cette erreur est là. Et pour moi, Mmh, cette erreur, mmh. en fait, c'est vraiment le révélateur de cette équipe cette saison, quoi. C'est malgré les gros bras et la puissance, bah, du coup, tu peux tomber sur une balle, on va dire, ou un fait de jeu, ou même une connaissance de règles euh, qui peut les faire cracher, quoi. Et ça a été le cas. Ouais. Bah, écoute, les Phillies, pour moi, ils ont confirmé que c'était une machine à saison régulière, hein, déjà 96 victoires, tu l'as dit. Deuxième titre consécutif de NL East. La rotation qui est plutôt dominant, une attaque qui est portée par Kyle Schwarber, historique. Mais la deuxième année de suite, l'histoire se termine trop tôt en octobre. Et ça, tu viens de le dire. Donc, erreur défensive, bullpen friable. La meilleure équipe sur le papier n'a pas su devenir la meilleure équipe au moment clé. C'est exactement ce que tu dis. Donc, une saison solide qui laisse un petit goût d'inachevé. Alors, moi, j'aurais pas mis B-. Au départ, je m'étais dit A-, et ouais, pour une fois. Mais je pense que on va couper la poire en deux et on va mettre un B. Oui, ouais, je suis Hein. peut-être un peu sévère sur le moins, mais oui, le B. Le B Mmh. parce que, ouais, machine à saison régulière, des top joueurs, mais voilà, c'est fini tragiquement. Mmh. Moi, mes conseils. Décision numéro 1, c'est sécuriser l'identité offensive. La priorité, c'est re-signer Kyle Schwarber. Pas seulement pour ses 56 home runs, mais parce qu'il représente dans le line-up, pour ce qu'il représente dans le line-up et dans le clubhouse. On a vu aussi Harrison Bader, si mes souvenirs sont bons, qu'il faudrait essayer de garder, mais visiblement, nous verrons que ce n'est pas forcément le cas. S'il laisse partir Schwarber sans alternative élite immédiate, il se fragilise volontairement sur le cœur de la frappe. Alors, on verra après dans les recrutements, quand on aura fini le conseil de classe, ce qu'ils ont fait. Bon, c'est kiff-kiff. Hein. Soit Schwarber, soit un remplaçant au même impact, mais pas un plan intermédiaire. Il s'avère que c'est plutôt le plan intermédiaire qui soit dans les Tablette. tablettes ou rouleaux ou tuyaux. Hein. À ce passage, Bébert, Guy les bons tuyaux, on te salue. Personne. Arrête, arrêtez de bricoler le bout de peine aussi. Enfin, c'est un échec 2025. Surtout sur les fins de match, tu l'as dit. L'arrivée de Johan Durant, c'est une excellente base, mais un closer seul ne gagne pas les séries. Donc, il faut un setup man fiable en plus, de la profondeur pour éviter les bras qui lancent trop, et plus jamais dépendre d'un pari du type Romano. Il faut un mec qui soit peut-être pas
ultra fort, mais qui soit constant. En playoff, le bullpen doit être une force, pas une inquiétude permanente. Ceci dit, coucou les Dodgers, ça n'a pas été un problème. Il faut assurer un vrai choix aussi dans l'outfield. Castellanos, March, plus du bricolage, c'est plus suffisant pour un candidat au titre. La défense et la production du bas de line-up ont coûté cher en octobre. 2 options. Justin Crawford, pourquoi pas, le promouvoir, ou trader pour un outfielder complet, défense plus OBP. On a peut-être quelque chose là-dessus. Mais ne rien changer serait une faute stratégique. Ensuite, il faut préparer la transition sans casser la fenêtre. La rotation est encore élite. Mais Zach Wheeler va revenir de chirurgie. Aaron Nola, ça reste une inconnue. Et le retour progressif d'Andrew Pinter doit être maîtrisé, pas précipité. Et on sait qu'il va y avoir aussi des départs dans cette starting rotation. Donc 2026 doit être une année de passage de relais intelligent, pas de forcing. Les Phillies n'ont pas besoin de tout changer, ils doivent juste arrêter de croire que ce qui suffit en saison régulière suffit en octobre. Voilà pour moi, on peut passer à l'équipe suivante. Oui, nos fameux Mets. Est-ce qu'on va les tuer? Nos bons vieux Mets. Nos bons vieux Mets. Putain, les Mets. Bon, bah allez, hein, c'est parti. 83-79. Vraiment, Grimace me manque, hein, Julien. Vraiment. Moi, c'est José Iglesias qui me manque. Oui, je sais, c'est José qui te manque, toi. Mais moi, Grimace, quoi. Parce qu'avec Grimace, ils avaient la grinta, tu vois. Là, les Mets, à l'image Avec d'un José soufflé. aussi. Eh ouais, à l'image d'un soufflé en cuisine, tu vois. Beaucoup d'espoir. Et pouf, après, quand on le laisse un peu dans le temps. Sur le papier, c'était fou. Meilleur alignement depuis 20 ans. Tout était là, sauf le jeu qu'on attendait de leur part. Et tout s'est effondré mi-juin. Pas de playoff pour la seconde fois en 3 ans. Frustrant. Frustrant, vraiment frustrant. Il faut qu'ils nous rendent Grimace, quoi, absolument. Allez, il y a eu quand même du positif. Et José. Eh non, je sais, non, c'est pas le positif, il est pas là. Il a C'est re-signé de toute façon. c'est Juan. C'est Juan. Il a pas été All-Star Game, ben, il a dit tiens, je lui chie dessus. Voilà. Soto, impact positif dans la franchise. 43 home runs, 38 buts sur balle, de loin son meilleur résultat. Sa gestion des comptes a été un véritable atout, et c'est indéniable pour ce joueur-là. Vraiment, lui, bon après, hein, il le paye vraiment bien, donc il avait intérêt à vraiment être positif pour la franchise. Allez, un quatuor qui a permis de ne pas sombrer dans le ridicule. Pete Alonso, 38 home runs, Brandon Nimmo, 25 home runs et 92 points produits, et Francisco Lindor et le club des 30-30. Voilà les quatre. Soto, Alonso, Nimmo, Lindor. Il y a l'émergence Brett Batty, qui a été précieux en défense et solide en attaque. La belle histoire, qui a été vraiment, oui, je sais, ça va être romantique, de Nolan McLean, joueur fidèle, polyvalent en mineur. Il a été recruté comme lanceur à temps plein chez les Mets, promu en août avec 57 K pour 46 manches lancées. Et surtout, la trompette qui va passer, il va faire un coast to coast, mais on revient sur Edwin Diaz et son titre pardon, de meilleur releveur de la National League. Ah oui, avec Timmy Trumpet. Voilà, très belle imitation de la trompette. Et avec Parce que je sa suis une femme. bouche, avec sa bouche. Je peux le faire avec autre chose. Exactement. Edwin Diaz, 98 K en 66 manches lancées. Voilà pour mes points positifs des Mets. Le Allez, négatif. négatif. Allez, 21 victoires, 32 défaites lors des 2 derniers mois de la saison, passant de la première place de la National League East à une élimination des playoffs à partir du 1er août. Les releveurs, comme point de départ du Mallet des Mets, 3 releveurs Mets parmi les 30 derniers de la ligue en WOBA. Reed Garrett, Ryan Stanek, Ryan Hesley, rien que ces noms-là déjà, on pensait qu'ils allaient être prometteurs et ils ont complètement coulé la franchise, on va dire, sur ce point-là. Ouais, mais Ryan Leslie, ça a été un pari sur ce qui va se passer, sur ce qui s'est Stop, passé là. stop, tu me laisses continuer. Les partants, ils n'ont pas su tenir le front sur les sorties longues, ce qui a engendré des stratégies originales. Voilà. Les buts sur balle des partants. Chacun des 5 partants a un ratio supérieur à 3 buts sur balle. D'accord? La constance de la relève. 46 joueurs utilisés pour lancer.
Voilà, voilà, on peut continuer encore sur les lanceurs avec les Mets. On voit très bien que le point négatif, ça a été les partants, leur régularité, les releveurs, l'originalité, on va dire, du staff à bricoler. Heureusement qu'il y avait une Diaz un peu pour fermer, mais comme on dit, comme tu l'as dit avant, on ne gagne pas des matchs tout le temps avec un closer. Voilà. Chez les frappeurs, l'infirmerie, Jesse Winker, 26 matchs joués, Alvarez plusieurs fois blessé, Jeff McNeil, il jouait blessé. Putain. Et des recrues pas si efficaces. On parle de Cédric Mullins qui a vite perdu sa place en fin de saison avec une pauvre ligne de stats en 42 matchs. Les Mets, je suis désolé, je vais mettre un C. Voilà. Oui, je suis dur. Ouh, Oui, je aujourd'hui suis tu vas dur. être dur. Moi, Ouais. moi j'étais parti. Alors, je vais Un faire B-. mon petit résumé. Exactement. Bon. Les Mets ont vécu une saison schizophrène. Ça tombe bien, là où je suis, ça parle. 3 mois de baseball, calibre titre, puis un effondrement brutal au cœur de l'été. T'as des Alors Patricia oui, chez toi? comment? T'as des Patricia chez toi? Split? Non, Ouais. j'ai des bipolaires, j'ai tout, j'ai des gars chelous, bref, j'ai des addictos avec moi, c'est trop drôle. Bref, je me sens comme un poisson dans l'eau, tu peux pas savoir. Allez, on continue. Et les addictos, c'est le plus marrant. Il y en a, ils ont pris toutes les drogues possibles et inimaginables. Tu peux pas savoir. Du coup, bon bref. Allez, bon, les Mets ont montré qu'ils avaient un noyau de stars, mais pas d'équilibre collectif pour 162 matchs et ça, tu l'as dit et je pense qu'en partie, les blessures ont joué, hein. Tu l'as dit, Winker, pour moi, c'était un élément essentiel l'année dernière et le fait qu'il ne joue pas cette saison, ça a été un peu compliqué. La profondeur a lâché, la rotation a lâché au mauvais moment et New York a laissé filer une saison qui semblait promise en octobre. Le talent est là, la constance beaucoup moins. Alors oui, j'avais noté B-, mais je pense que toi tu as mis un C. allez, un C+, coupons la poire en 2 avec un C+. C+. Ouais. Mmh, ce serait pas mal. Mes Ah conseils, ouais, parce que les Mets, putain, à chaque fois ils sont prometteurs, et à chaque fois ils se loupent quoi. Ils se loupent parce que good old mates, c'est tous les ans pareil. Premier ouais. début de saison, ça commence ouais, puis après arrive juin, Bon après tu sais leurs voisins c'est pas terrible non plus, hein. leurs voisins, oui, mais leurs voisins ont fait déjà une grosse part du taf en juin et ils se permettent après d'être en roue libre en juin. Voilà. On en Bon, reparlera après, on en bref, on en reparlera, reparlera après. ouais. Allez, mes Tes conseils, conseils. les conseils de Julien. Arrêter la panique et assurer une direction claire. Les Mets sont qualifiés de désespérés, mais la pire chose à faire serait d'agir comme tel. Avec Soto Lindor sous contrat, le socle est réel. Ils viennent d'ajouter Siemens, c'est pas forcément un gros bâton, mais au moins ils ont sécurisé une deuxième base. Le projet ne doit pas être une succession de coups médiatiques, mais une construction cohérente autour de ces deux piliers. Moins de bruit, plus de structure. On le voit déjà aussi dans ce qui est recruté au niveau du bullpen. Choisir vétéran ou jeunesse, mais il faut s'y tenir. 2025 a montré les limites d'un entre-deux. La fin de saison a été sauvée par les jeunes bras, McLean, Sprout, Tong, pendant que la rotation expérimentée, elle craquait. On a bien vu, comment il s'appelle, Senga. Allez, on Mmh. fait faire un tour en minor. Installer au moins un jeune starter à plein temps, oui. Utiliser les vétérans comme cadre, pas comme béquille, et accepter que la progression passe par des responsabilités données, pas par du bricolage. Donc, il va bien falloir être clair dans ce pitching staff. Redonner de la longueur au line-up, parce qu'on a vu, c'est allé trop vite. L'attaque a été trop heavy. Quand Soto et Lindor baissent d'un cran, tout s'arrête. Maintenant que Juan Soto est parti, on est obligé de repenser la structure offensive. La priorité, il va falloir trouver de l'OBP, de la defense et de la polyvalence. Un line plus équilibré vaut mieux qu'un troisième gros nom mal intégré. Harrison Bader, tu veux signer chez les Mets, c'est bien, t'es bienvenu. Euh, Freine aller-retour comme ça. ouais, pourquoi pas. Hop, hop, hop. Il a déjà vu, hein, il a déjà allé chez les Mets, donc il connaît la Ouais, maison, hein. je connais la maison. Le bullpen ne plus dépendre que d'un seul homme. Edwin Diaz, parti.
Le vide est immense. Alors, on a fait des paris, là, Isli, qui est-ce qu'ils ont fait revenir, là, comme closer? Je sais plus. J'ai plus le nom, mais on verra ça dans les épisodes prochains. Voilà. Mais l'année 2026, elle doit être l'année d'un bullpen profond, interchangeable, capable d'absorber les trous sans se faire exploser pendant la saison. Et ça va être important. Finalement, tu peux perdre Diaz, mais si tu as un bullpen derrière solide qui est capable d'absorber, pas mal de choses et qui est interchangeable avec du gaucher, du droitier, de la longue relief, du court et des choses assez intéressantes où tu peux mixer les choses, ça peut être intéressant. Il y a déjà des petits éléments de réponse et je trouve qu'ils vont plutôt dans une bonne direction. Pour la conclusion, pour moi, les Mets n'ont pas échoué parce qu'ils manquent de stars, ils ont échoué parce qu'ils n'avaient pas encore appris à être une équipe. Et ça, je te l'ai dit au début de saison, si tu te rappelles, il y a un truc qui prend pas, la mayonnaise ne prend pas. Et si tu te souviens bien de ce que je t'avais dit, et le cas Iglesias en était le principal symptôme. Je t'ai dit, quand il y avait Soto, il avait l'air de pas marcher alors qu'il marchait, mais il y avait un truc qui prenait pas. Donc c'est ça, il faut que la mayonnaise prenne cette année. Voilà pour mes conseils pour les Mets. Donc il faut trouver du liant dans cette équipe. Lyon, le jaune d'œuf, il n'y en a pas assez, bordel. Mmh. Eh ouais. On va passer une équipe surprise que t'as taillé, quoi. Tu leur as fait un Ouais, short, je pense. ouais, tout le monde, un short en jean, Un jorts? un short. Visible à Washington maintenant, à Green Bay, la ville où il a rien à faire. Toujours visible à New York, bien entendu. Et quelle ville récemment il nous avait? Philadelphie, je crois? Philadelphie, ouais. Ou Boston? Enfin, voilà, Non, bref. pas Boston, je l'ai pas vu à Boston, encore une fois. Ah, mais Philadelphie, Washington. à ce qui paraît, il connaît et il pourra vous accompagner pour Ce voir qu'il les puis connaît matchs, pour le. Ah oui, le mondial de football. mondial de football. Ouais, ouais, ouais. Donc n'hésitez pas, vous tapez, Jorts Travel Planner sur Instagram, vous verrez. Si vous avez envie de rire, Ça il se y a trouve, il nous moyen. écoute. Il est en train de se fissurer. Bah, écoute, je te fais des bisous, mon pote, et n'hésite pas. Je suis preneur à la discussion. Surtout en ce moment avec tout ce que j'ai comme médoc. Je suis chaud, je suis tranquille, je suis zen. On est quand Allez, même plus actif que l'épisode. Comment dire, l'épisode. Oh, on avait fait un épisode de Sous Xanax. Success. Ouais, Tout t'inquiète, à fait. ils m'ont changé le traitement là, Ils je ont suis changé un traitement. Ouais. bien. La Ah ouais, ouais, posologie aussi, ouais. à la Impeccable. posologie et tout, ouais, je suis bien. Allez. Allez, les Marlins. Écoute, 79-83, on était proche du 50%. Ouais. Quelle différence en une année peut faire une équipe en reconstruction? Ils ont remporté 17 matchs de plus qu'en 2024. Même s'ils n'ont pas atteint le bilan équilibré, ils ont offert un jeu compétitif pendant une grande partie de la saison. Ok, ils n'ont pas eu des mois, on va dire, dans le positif, mais ils ont été quand même capables d'aller les chercher. Ils n'ont été éliminés qu'à la course de playoff lors de la dernière semaine. Ça, c'est vraiment un bon point. Une grande Merci les partie du Mets. succès, eh oui, merci les Mets. Une grande partie du succès de Miami est attribuée à ces lanceurs puissants et à comment dire, une jeunesse des frappeurs qui est prometteur. On peut dire ça comme ça. Et puis une D'accord. pépite qui s'est révélée. Oui, oui. Pendant des années, ils ont peiné à développer, comme on le répète à chaque fois, lors des previews, lors de la saison régulière, avec un effectif offensif composé de leurs propres joueurs. Ce travail il reste d'actualité au sein de l'organisation. Toutefois, il y a des décisions qui ont été prises par les Marlins en 2024 qui ont contribué à ouvrir cette voie-là en 2025 qui a été nettement plus productive. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. 3 joueurs acquis en 2024, Jacob Marcy, Augustin Ramirez et Kyle Stowers, pardon. Ils ont tous réalisé une Et saison. Cal Stowers, Quelle saison? Quelle saison? quelle saison? On peut, Cal on peut Stowers, leur. MVP Oui. pour Miami. On peut affirmer que leurs statuts sont des piliers de la reconstruction de Miami. Star Wars est arrivé dans le cadre d'un échange, je te rappelle, avec Trevor Rogers en juillet 2024. Stowers, hein, pas Star Wars. Ah, Star Wars, oui. Cependant, il reste un très bon frappeur, puissant. Il a trouvé son meilleur niveau en MLB en 2025. Il a frappé 25 home runs, dont 19 en première moitié de saison.
D'accord? Un joueur Alors, totalement oublié, hein, faut oui. savoir. Alors, Stowers, il a vraiment raté pas mal de balles en 2025. Son taux de swing est au-delà des 32%, dans le vide, hein, swing and miss. Ça figurait parmi les plus élevés de la ligue. Il a su quand même faire un petit réglage au niveau des balles rapides. Il termine quand même avec la 10e WOBA la plus élevée parmi les joueurs ayant plus de 350 apparitions au bâton cette saison. Voilà pour Stowers. Et vraiment, il a fait vraiment sensation, ce joueur. Ah Ensuite, oui. Ramirez, Agustin. Pareil, acquis lors de l'échange avec Jazz Chisholm Jr. Il a frappé 21 home runs et volé 16 buts à sa première saison. Il est considéré comme le frappeur désigné à long terme chez les Marlins. Ils lui ont accordé du temps vraiment régulièrement comme frappeur désigné et ça a permis quand même de conserver sa puissance offensive dans l'alignement. Ok pour lui. Il y a eu une année rebond. Certes, au début, ça a été vraiment, vraiment douteux. Moi-même, je l'ai viré de ma fantaisie. Ça a été Sandy Alcantara. Il a connu vraiment des difficultés en première moitié de saison. Il concède 37 buts sur balle. Il s'est pris 12 home runs en 91 manches. En seconde moitié, il a affiché une ERA à 3,33 et a retiré 71 frappeurs en 83 manches. J'aurais dû le garder. J'aurais dû le garder. Il m'a pété ma fantaisie. Voilà. Et Eury Perez, il a manqué toute la saison 2024 et il est revenu au milieu de la saison 2025. Il a retiré 105 frappeurs sur 95 manches lancées et sa vitesse de balle était comparable à celle de 2023, pour information. Miami a connu un très beau mois de juin et un très beau mois de juillet, vraiment dans le positif, pratiquement ils allaient toucher les 60% de victoire. Moi, franchement, ils m'ont étonné sur la saison régulière. Et ça a été vraiment plaisant parce que finalement, dans un stade sans âme, on est arrivé à avoir une équipe solide, un collectif. On le voyait vraiment qu'ils s'amusaient très bien entre eux. Et ça faisait vraiment plaisir à voir. Il y a quand même des points négatifs. Voilà. L'attaque de Miami qui était quand même irrégulière. En 26 matchs en mois de mai, les Marlins n'ont marqué que 96 points au total. Mais en 30 matchs en août, comme je vous l'ai dit, le mois d'août a été quand même assez productif. Ils ont explosé avec 146 points. Voilà, en fait, ça a été le roller coaster Miami. Il y a eu des joueurs quand même plutôt réguliers, mais qui affichent quand même une saison difficile à la frappe. Otto Lopez, Dan Myers et Ring Vagaman. Les lanceurs, les Marlins, ils ont dû encore improviser cette saison avec leur rotation. Max Meyer, souvent blessé, 64 manches lancées. Il a dû subir une opération de la hanche qui a mis fin à sa saison. Ryan Weathers, qui semblait parfois intouchable, il n'a lancé que 38 manches en raison de nombreux passages sur la liste des blessés. Ils ont été également privés du lanceur partant Braxton Garrett, qui a pris une Tommy John, et le releveur Andrew Nardi pour toute la saison 2025. Bref, les Marlins, voilà, hein, on voit vraiment que le négatif, ça a été la gestion des lanceurs, des partants, des releveurs, des closers. C'est ce qui a peut-être pêché voilà, pour leur fin de saison, et peut-être ils auraient peut-être pu accrocher voilà, une hypothétique place en wildcard, ça aurait été marrant de les voir. Ça aurait bien fait fermer notre bouche à nous. Moi, déjà que. Pêcher pour des poissons. Ah. Pêcher. Il était bonne celle-là. Néanmoins, c'est encourageant. Moi, j'ai bien aimé cette petite équipe des Marlins quand même à regarder. Donc un petit, un Je petit suis C, d'accord. un petit C. Oh! Mais Mm. t'es vraiment méchant aujourd'hui. Ouais, je suis méchant, mais un C, c'est bien pour les Marlins, non? Moi, alors les Marlins, pour moi, ils ont enfin ressemblé à une équipe qui sort du tunnel, une vraie remontée au milieu de saison, une attaque moins ridicule qu'en 2024, des jeunes qui ont donné une vraie identité. Miami reste Miami, certes, dès que la rotation tousse, le projet il vacille et la fin de saison retombe dans le pas assez profond, pas assez stable. Parce que ça aurait été plus profond et plus stable, ça pouvait passer face aux Reds. Le bilan est 79-83, c'est presque l'équilibre. C'est un signal. Ils sont pas très loin d'être pénibles pour tout le monde. Alors moi, je mettrais plutôt un C+, parce qu'il y a un progrès net, encore trop incomplet pour viser octobre, mais il y a un progrès net. Et l'achat de cette machine à lanceur est peut-être la solution. Rappelez-vous, en début de saison, ils avaient tout investi dans une machine À qui laver. reproduisait non, qui Je sais. reproduisait tous les lancers.
Et ça, c'était plutôt pas mal. Non, allez, les conseils pour 2000. Je crois qu'il y avait la gueule du lanceur, c'est ça, non? Il y Ouais, c'est avait ça. la projection, Non, pas holographique, la mais la sur l'écran, quoi. projection, ça Ouais, s'adaptait et tout, hauteur du pitch et tout, ouais, super bien. Ça a ouais. permis moi, je pense que ça a pas été mal, hein, de faire ce truc-là. Enfin bon, bref. Priorité 1, c'est stopper l'hémorragie dans les coins de l'infield, 1re et 3e base. Tu peux avoir du speed, du pitching, des surprises, mais si ton 1re base et ta 3e base sont des trous noirs, tu plafonnes. Miami doit importer au moins un titulaire solide, idéalement un 1re base, au profil simple, fiable, capable de produire sans être une star. Christian Walker. Heu, Je nous écoute. si tu nous écoutes. Un vétéran respectable à la 1re base, pas sexy, mais pas game changer pour l'équilibre du line-up. Nathan Noel, tu restes à ta maison. Heu, construire la rotation comme un puzzle et pas comme un pari. L'objectif 2026, c'est santé plus stabilité. Tu as une bonne base, Perez, Cabrera et des options. Weaver, Meyer, Braxton, Garrett. Meyer qui est vraiment, pour moi, qui peut être un top lanceur. Mais il faut arrêter d'attendre que tout s'aligne par magie. Donc peut-être redonner des objectifs, sécuriser un starter fiable, même en milieu de rotation, c'est-à-dire un 2 ou un 3 qui soit fiable et qui puisse gérer correctement. Des fois, ça suffit. Gérer les innings des jeunes, accepter une rotation à 7 ou 8 bras sur l'année, pas seulement 5 noms gravés dans le marbre. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Décider de ce que devient Sandy Alcantara, ça on en a parlé et c'est encore la question récurrente de cette année. Il fait pas une mauvaise saison, il fait pas une saison exceptionnelle, mais ça reste un caillou dans la godasse ou dans la tongue, vu qu'on est à Miami. Tu peux pas te projeter sans trancher. Il y a 2 routes. Il y a un rebond et un rôle clair, performance d'abord, ou il y a un move stratégique si sa valeur remonte un minimum. Pour l'instant, c'est le flou et ça bloque. Donc, à mon avis, c'est pas un joueur qui risque de partir là, à la off-season, mais qui risque de partir sans doute avant la trade deadline. Voir un petit peu comment il va jouer et ce que ça va donner. Et est-ce qu'il y aura de bonnes choses à récupérer derrière? Surtout ça. Ensuite, il faut capitaliser sur l'identité, vitesse, agressivité, bullpen. Les Marlins ont des armes anti-favoris. Ils sont rapides, ils ont une bonne défense. Le relief est correct. Les jeunes sont imprévisibles, ils doivent assumer cette identité et la rendre reproductible, comme une certaine année en 2005, me semble-t-il, où ils sont champions avec Miggy et tout ça face aux Indians. Ça me faisait penser à ça avec un jeune Carlos Stanton. Bon, bref. Concrètement, il faut garder les profils qui mettent la pression sur les bases. Continuer à empiler des bras dans le bullpen, c'est toujours rentable. Ne pas replonger dans des vétérans light hitting, titulaire par défaut. J'ai un nom, donc je suis titulaire. Ça, faut arrêter. Pour moi, les Marlins, c'est plus une blague. Ils sont juste à une bonne décision ou deux, et surtout deux postes clés, d'être un vrai problème dans cette NL East. Donc voilà, pour moi. OK. On enchaîne? Allez, on enchaîne. Les Braves. Tu as lu mon Et message? du coup, je vais faire un résumé des Braves. Je ferai pas un grand résumé parce que je l'ai pas préparé. Mais pour moi, Atlanta, ils ont vécu une saison à contretemps permanent, entre une entame catastrophique, on s'en rappelle, une rotation décimée, une attaque en net recul. Atlanta n'a jamais réussi à enclencher la machine. Il y a bien eu le retour de Ronald Acuna Jr. qui a rappelé que c'était une superstar, mais il est trop souvent seul. Au poste de DH, c'était catastrophique. Résultat, fin de série de playoffs consécutifs, fin de série
playoffs consécutifs cette année. Une impression rare à Atlanta ces dernières années, celle d'une équipe qui subit. Et oui, elle a subi tout le long de l'année. Il y a eu des phases intéressantes. Il y a eu des moments où Ozzy Albies, Ronald Acuna ont été bons, Olson a été pas mal, et puis derrière, ça a été hyper compliqué. On pensait aussi que l'outfield s'était bien amélioré, mais encore une fois, la suspension de Profar n'a pas aidé. Bref, une fois qu'on a eu une équipe qui était à peu près complète, on a vu quand même une équipe qui était capable de jouer d'être et qui n'était sans doute pas à son niveau, soyons clairs, en fin de saison, mais il était beaucoup trop tard, notamment dû à ce départ catastrophique. Et voilà, moi, c'est une déception majeure, mais pas un effondrement structurel non plus. Donc je mettrais une note de C-. Après les Braves, il faut vraiment qu'ils trouvent un chaman pour, comment dire, enlever le sort qu'ils ont sur leurs stats, sur leurs joueurs. Enfin, je sais pas ce qu'ils ont parce que à chaque fois, c'est couronné par des blessures. À chaque fois, il y a quelque chose qui va pas dans cette équipe. Ouais, parce que Là, même au pitching, hein, oui, oui, on oui. a eu comment? Sale, Strider, Strider, j'allais dire, petit vélo, mais voilà, tout ça qui se casse la figure, c'est pas possible. Il y a un chat noir, il y a oui, un chaman, oui, ils ont construit leur, stade sur sur un un pan ancien cimetière indien, c'est pas possible. ouais, Vraiment, ou c'est le vraiment. vaudou, je sais pas ce qui se passe là-bas, mais En tout cas, ils ont vraiment vu l'émergence du receveur Drake Baldwin, qui a maintenu quand même une moyenne au bâton à 274 avec 19 home runs et 39 coups sûrs de plus, que ce qu'il avait fait avant. Il a subi très peu de retraits surprises, 15. Et ça, c'est vraiment la bonne nouvelle pour Atlanta avec cette réception, quoi, qui est importante. c'est une excellente nouvelle et c'est aussi un excellent point que vous avez abordé avec, je n'ai plus son nom, Pinstripe, Avec Alexis. avec Alexis. Désolé Alexis, pardon, en ce moment, j'ai une cure médicamenteuse qui me fait un peu oublier beaucoup de choses. Mais vous en avez parlé, c'est l'un des rares, catcheurs qui a été élu Ouais, rookie de l'année. On sait oui. que les catcheurs élus rookie de l'année, généralement, on ne se trompe pas sur le type de joueur que ça va être. Donc c'est une excellente chose. Ça continue à construire et ça, c'est bien. Mmh. Donc on va passer directement au conseil, si tu veux bien. Allez, Il faut arrêter d'attendre que ça revienne tout seul. Le déclin offensif n'est plus un accident d'une saison. Michael Harris II, Ozzy Albies, Austin Riley, les courbes baissent depuis 2 ans. Oui, je mets ça entre parenthèses parce que c'est difficile dans un effectif qui n'est jamais complet et où c'est des joueurs de plutôt complément. Et quand il perd Ronald Acuna, Colson n'est pas là, Kozuna est aux abonnés absents, c'est difficile. Donc, circonstances atténuantes. Mais on ne peut plus, tu vois, simplement compter sur un retour automatique au niveau All-Star. Il mmh, faut un travail ciblé sur l'approche au bâton et sélectionner les pitchs et la construction du line-up. Le talent est là, mais le cadre doit évoluer. Donc, il faut, avec les mêmes joueurs, reconstruire le line-up et refaire un line-up solide. Moi, j'ai ma petite idée. Maintenant, voir comment ça va se passer parce que je pense qu'Ozzy Albies peut être un excellent, heu, seconde base. bah, c'est déjà un Shortstop, excellent seconde base, mais shortstop. au bâton, il peut être, très bon Ah, sur c'est un très bon premier bâton. Il a du le contact, lead-off. le lead-off, voilà, exactement, merci. Ça peut être un très bon lead-off. Il faut sécuriser la rotation par la profondeur et pas par l'illusion. Sur le papier, Strider, Sale, Schwellenbach, ça fait peur. Mais Strider blessé, Sale blessé, Schwellenbach blessé, bah, ça fait rien. Et derrière, il y a plus rien. Trop de saisons à 20 starts au lieu de 30 starts. L'objectif pour 2026, ça va être d'accepter une rotation élargie, encore une fois,
pas seulement 5 noms, mais peut-être 7, 8. Sécuriser un bras fiable en plus, pas forcément un truc de ouf, mais un bras fiable, type Suarez, ça pourrait être bien, tu vois? Michael Keane, ah bah, il a été Il était re-signé. re-signé. Mais tu vois, c'est des bras fiables qui vont pas forcément t'apprendre grand-chose, mais qui vont être bons. Boubik, ça peut être pas mal. Ne plus jouer la saison sur la santé parfaite de tout le monde. Et oui, c'est ce que tu dis. Le problème, c'est que tant que tout le monde est en forme et si tout le monde est en santé, cette équipe-là est sans doute imbattable. Mais le problème, c'est que ça n'arrive jamais. Il faut reconstruire un bullpen autour d'un vrai patron. Parce que Rezel Iglesias, ça a laissé un vide. Maintenant, il y a besoin d'un closer identifié. Pas un comité bricolé pour faire 7, 8 et 9. Un vrai bridge et un vrai closer. Une signature forte en fin de match change immédiatement le visage de l'équipe. Donc si on a un bon bridge 7, 8 et avec un bon closer 9 qui sont capables de faire le taf, on peut avoir quelque chose d'intéressant. Ou alors juste un setup guy avec un closer qui peut être bon. Type ce qu'on fait par exemple les Padres en fin de saison avec un Miller, Suarez, c'est ça? Ou je sais plus, c'était Suarez aussi? Bref, il me semble que c'était ça. Où ils avaient vraiment deux closers et 2 machines et quand tu les envoyais l'un après l'autre, ça cassait tout. Et peut-être aussi assumer la fin d'un cycle sans tout casser. Les Braves ne sont plus l'équipe dominante de 2021-2023, mais ils ne sont pas en fin de fenêtre non plus. Pour le front office, il va falloir recalibrer, pas révolutionner. Peut-être faire des petits ajustements. Ajuster les marges, moderniser peut-être un peu l'attaque, stabiliser le pitching et pas repartir à zéro. Donc en conclusion, pour moi, les Braves n'ont pas perdu leur talent, ils ont perdu leur timing. 2026 dira s'ils savent encore le retrouver ou si c'est définitivement la fin et qu'il est temps de doucement reconstruire. La note, on en a parlé, moi j'ai mis C. Ouais, t'es gentil, hein. T'es gentil, t'es gentil. T'es gentil parce que tu ne tires pas sur l'ambulance, c'est ça? Non, parce qu'il y a beaucoup de circonstances atténuantes comme l'année dernière, c'est vrai, hein, tu peux pas dire les blessés et cetera, voilà. Mmh, I moi, j'ai trouvé une équipe quand elle était au complète, à peu près en fin de saison, qui était quand même, qui pouvait, tu vois, quand tu la regardais jouer, tu te dis: «Merde, c'est con, ils pouvaient quand même, ouais, jouer dans le trio de tête de cette, NL East». Heu, malheureusement, voilà, le mauvais départ de saison, le trou qu'il y a eu en plein milieu de saison, notamment dû aux blessés, c'est pas terrible. ouais. Ouais, allez, ouais, ouais, je suis gentil là, oui, Mais c'est moi, ce c'est serait tout pas court. déconnant, mais sinon Ouais, ça suffit amplement. d'accord. Allez, Allez, on finit avec les Nats. mais je suppose que tu as rien? Bah, ouais, t'inquiète pas. Les Nats, cinquième fois en 6 saisons, où ils ont terminé dernier de la division Est de la National League. Alors qu'on les voyait mieux que ça, on Alors qu'on espérait, les on voyait mieux que attendait. ça, 66 matchs gagnés, 5 de moins qu'en 2024. Alors, ils abordent l'intersaison avec une nouvelle direction et des éléments prometteurs. Par contre, ils doivent composer avec un effectif de lanceurs qui a manqué de profondeur en 2025. C'est vraiment ce qu'on va revoir après. Le bien, James Wood, il a fait bonne saison, une deuxième saison marquante, reconnu pour sa puissance et sa capacité à frapper. Il a claqué 31 home runs avec les Nats. Une véritable percée pour Wood qui a affiché des vitesses de sortie de balle impressionnantes. Encore plus qu'en 2024 déjà. Donc il a bien travaillé. Malgré ça, Wood, allez, le petit inconvénient de Wood est une moyenne au bâton qui est insuffisante, 195, sur les autres types de balles. Voilà, que les balles rapides. Les retraits, surprise aussi, 32%. Mais bon, Wood est quand même le joueur de la franchise, on va dire pour Washington. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus? Dylan Lyle, une recrue qui a été l'un des meilleurs frappeurs
lors du dernier mois de saison régulière, en septembre 2025. Il a affiché une moyenne au bâton à presque 30%. Il a fait un mois de septembre pratiquement à 40% en MLB, qui a été reconnu un des plus grands au niveau de la ligue avec 36 coups sûrs. Il termine à égalité avec Jackson Merrill pour le troisième plus grand nombre de coups sûrs de plus d'un but, donc en extra base hit avec 16. Josh Bell, hein, on le disait à chaque fois et tu voulais le mettre à chaque fois en joueur de la semaine. T'en rappelles de lui? Voilà. Eh ben, il a frappé 22 home runs l'an dernier. Et comment ne pas parler de CJ Abrams avec 59 coups sûrs, 59 extra base hits, dont 19 home runs pour la saison 2025. Washington, point positif, on va dire que c'est une jeunesse quand même qui va se lancer, même dans l'outfield. Dylan Cruz, qui est quand même le compère de Paul Skenes, bah, il commence de plus en plus à s'affirmer, ce qui est quand même pas mal. Voilà, mais Washington, c'est toujours trop court. Pour le mauvais, qu'est-ce que je peux te dire? Nathaniel Lowy, qu'est-ce que c'était nul. Oh, Il a fini au Red Sox. mais il a fini il a fini à Boston. C'était vraiment, vraiment dégueulasse. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Ça a été aussi dur pour, comment dire, Kyle Finnegan. Il a pas reçu d'offre. Voilà, il y a des départs quand même de joueurs dans l'organisation qui vont peut-être faire mal pour l'an prochain. Et peut-être revoir des acquisitions, peut-être, alors soit un peu moins, ou alors essayer de bricoler avec ce qu'ils ont. Donc ça, moi, j'ai peur pour la suite. Mais le plus mauvais de cette saison, c'est les victoires, quoi. Voilà, Alors certes, ils ont gagné contre des équipes surprises, mais voilà, c'est un manque de profondeur. Alors ok, Mackenzie Gore, c'était une machine. On l'avait vu au début de saison, une machine à K. Par contre, après, derrière, il se faisait atomiser quand même, hein. Donc voilà, c'est les partants, la relève, l'outfield à Washington. Voilà sur quoi il faut qu'ils travaillent. Merci, tu m'as niqué mes conseils. Voilà, Non, moi, c'est tout ça. je vais te faire un résumé rapide, mais les Washington Nationals, moi, m'ont déçu. Ils ont vécu une saison avec un recul. Bon, confirmant que la Ouais. reconstruction, elle n'est pas terminée, hein. Hmm. La vraie lumière, c'est James Wood, on est déjà d'accord, c'est le franchise player dans l'âme. CJ Abrams, qui devient plus constant, donc ça, c'est pas mal. Comme tu l'as dit, moi, j'ai bien aimé, je l'avais dit l'année dernière, que la signature de Josh Bell n'était pas une mauvaise chose et plutôt intéressante. Maintenant, j'ai pas eu l'impression qu'il a été intégré et utilisé de manière idéale. C'est dommage. Parce que le roster est vraiment trop léger, trop friable, notamment sur le monticule, ça tu l'as dit, et trop permissif défensivement pour espérer rivaliser. J'ai vu de très bonnes choses de la part de Washington. J'ai quand même regardé pas mal des matchs des Nats. Alors, on a eu du tout ou rien, mais quand on avait du tout, on avait quand même une équipe qui était très, très plaisante à voir et qui montrait d'excellentes choses. Washington n'est pas en transition, ils sont encore en fondation. Donc c'est à eux d'être calmes à partir d'aujourd'hui. Pour moi, c'est un petit joyau, mais c'est pas encore un écrin, c'est un écrin encore vide, tu vois. Un Il diamant brut, faut, quoi. ouais, il faut encore le polir, tout ça. Je mettrais une note de D+, Pour les encourager. pour les encourager. Mes conseils, moi, le premier conseil que je leur donnerais, malgré tout ce qui se dit actuellement, c'est ne pas trader Mackenzie Gore. La tentation, elle est énorme. Il est jeune, talentueux, il a beaucoup de valeur, mais c'est exactement le type de joueur que les Nats doivent garder, pas pour monnayer, mais parce qu'il incarne la chronologie du projet, il donne une crédibilité à la rotation, et le trader maintenant serait perdre sur ce qu'ils peuvent, sur ce qu'ils cherchent à construire. Donc, tu as besoin de lui. Il ne faut pas chercher à trader pour ramasser, etc. Il y a peut-être des bonnes signatures à faire. Les Nats ont un peu de monnaie. Ils ont surtout beaucoup de jeunes joueurs. Ils ont viré des vieux avec des contrats plutôt merdiques.
Finnegan, finalement, même s'il est parti, bah, ça libère de l'espace. Tu peux quand même avoir des choses. Tu as 2 lectures, à ça et tu as de la monnaie. Maintenant, il faut arrêter de faire porter l'attaque sur Wood tout seul. Il faut un peu plus l'encadrer. C'est une star, certes, mais on l'a vu dans les matchs où il se plante, où les Nats se plantent de manière générale, il est soit très seul, soit vraiment pas protégé dans le line-up. Il faut un vrai relais offensif, même vétéran, même imparfait, mais quelque chose qui soit assez solide. Il y a de quoi faire sur le marché actuellement en free agency. Il y a de quoi, avec les prospects aussi, de faire quelque chose d'intéressant pour un trade. Et il manque, à mon sens, il manque pas grand-chose, hein, vraiment, pour que cette équipe soit performante. J'ai 2-3 noms qui seraient peut-être un peu durs à aller chercher, mais qui peuvent parfaitement coller dans ce line-up et faire que cette équipe, elle passe un cap, mais monstrueux en une année. Alors je suis peut-être pas objectif, parce que je les aime beaucoup ces Nats, j'ai beaucoup aimé les regarder, mais voilà. En tout cas, il faut un premier base DH capable de produire. Ils l'avaient en Josh Bell est parti, ils l'ont mal utilisé. Ce que je t'ai dit tout à l'heure, la protection dans le line-up. Woods, il faut le protéger. Donc, il va falloir peut-être amener un peu plus de contact. Il y a un joueur avec énormément de contact qui est libre en ce moment, que j'adore, qui s'appelle Luis Arraez. Coucou. Coucou, mais qui pourrait sécuriser ce line-up, en tout cas ce début de line-up. Un leadership discret, pas un nom clinquant. Ils ont besoin de choses qui encadrent ces jeunes, qui montent en puissance. Il faut stabiliser le pitching avec des vétérans fonctionnels. La rotation actuelle, elle expose trop les jeunes bras. Les Nats n'ont pas besoin d'un ace à 30 millions de dollars par an, ils ont besoin de stabilité. Pas des aces de folie, mais des aces convenables pour des positions 3, 4, peut-être un ace, un vrai ace, tu vois, fiable, un peu vieillissant, mais fiable. Coucou Justin. Tu vois, parce qu'il est vétéran, mais il reste fiable, il sait ce qu'il fait. Des releveurs de fin de match, il en faut absolument. Ce bridge, il est complètement catastrophique. C'est du bricolage. Le 7-8, enfin 6-7-8, ça ne va pas du tout. Il n'y a jamais eu un match où c'était les mêmes. On ne sait pas qui c'est. C'est catastrophique. Moins de 5 matchs perdus dès la 5e manche. Tu te rends compte? Ouais. Ça veut dire qu'il y a un problème. Et puis, il faut assumer que 2026 soit une saison charnière. Encore une fois, ce ne sera pas une année playoff, mais une année où Washington doit être honnête avec elle-même. L'objectif n'est pas octobre, mais l'objectif, c'est la crédibilité et la stabilité. Pour que 2026 doit servir à structurer autour de Wood, Abraham, Gore, tester des jeunes sans les brûler et préparer un vrai saut pour 2027-2028. Les Nats n'ont pas besoin d'un nouveau trade malin. Ils ont besoin, pour une fois, de ne pas vendre ce qu'ils sont en train de devenir. C'est Ah, surtout voilà. ça. Donc voilà, c'est tout pour les Nats. C'est tout On a pour la fait le tour. National Et c'est League tout pour l'Est. Et oui. Est. Donc il ne nous reste plus qu'à nous retrouver pour l'American League East. Ouf. Là, Moi, ça va être difficile de tenir moins d'une heure avec eux. si, tu vas voir. Si on se tient comme là on a fait, comme on prépare actuellement, ça devrait aller. Ça va le faire. Ok. Je te crois. On a raccourci le format. Attends, on est plutôt pas mal. Bon, on se quitte là-dessus. Moi, je vais aller faire une sieste. Je vais prendre mes médocs. Je vais prendre des médocs pour faire pousser les cheveux parce que je sais pas si tu as vu, j'ai fait une nouvelle coupe de cheveux. Et du coup, tes casquettes, c'est mort. Tu peux même plus les mettre. Si, je peux encore les mettre. Elles Si, sont si. ajustables? Ou tu prends Hein? les. Non, tu prends les. Comment dire? Les ajustables ou pas ajustables? Les pas ajustables. Ah bon? Tu fais quelle Ouais. taille? 7 un quart. 7 un quart? 7 un quart ou 7 3? Tu fais quoi? 59 tour de tête? Ouais, je sais pas, 58, 59.
Bah, OK. t'inquiète, hein, ça va aller, ça va passer, hein. Ouais, tu C'est mettras les ce oreilles qui dedans, pire. non, mais sur le côté, ça repousse bien, c'est au-dessus où ça repousse un peu mal, mais tout doucement. Comme ça, je dirais: «J'ai fait un voyage en Turquie». Heu, Avec pourquoi ton tu étais pare-soleil pas comme ça, c'est pourquoi tu étais pas là? J'étais en c'est Turquie. Non, ça repousse tout doucement, c'est bien. Voilà. Bon. Et ben, il me reste plus qu'à vous souhaiter enfin, il nous reste plus qu'à vous souhaiter, une bonne journée. Enfin, déjà, abonnez-vous, hein, hop là, pensez à vous abonner. On espère que l'épisode vous a plu. On se retrouve pour la suite très vite. N'hésitez pas à partager, commenter, liker, tout ça, venir avec nous. Envoyez vos DM, pour les achats de Noël sur le dernier podcast, sur la dernière case, hein. On a mis nos DM, Insta, nos DM X, donc n'hésitez pas, à venir nous contacter pour un petit versement de quelques euros afin de permettre à Jérémy d'acheter sa boîte de cartes et à moi de m'acheter mon Excalibur, qu'en fait, j'ai déjà acheté parce que personne m'a fait de cadeau de Noël, alors je m'en suis fait un tout seul. Voilà. Si, j'ai eu une boîte de patchs et des Nicopas, ce qui m'a permis d'arrêter de fumer. bravo. Voilà. Continue, on Bravo, continue. on continue. C'est bien. Voilà. Bon. Allez, on se retrouve. Bonne journée, bonne écoute. Bonne écoute surtout, bonne journée. Bah, bonne Heu, écoute, ils auront déjà fait l'écoute. ouais, bah, bonne écoute du prochain épisode. Ouais, bien, 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 bien. Allez, encore Bon une appétit. intro à chier. Allez, bon appétit, bon caca, faites pas jamais les 2 en même temps, safety first, Merci l'hygiène, first. c'est important. Joyeux Noël, c'est passé, mais bon, on sait jamais. Et voilà, allez, bonne route, bonne soirée, bon dodo, bonne sieste, tout ce que vous voulez, tout ce qui vous fera du bien et surtout, bah, écoutez First Speech, c'est ça qui fait du bien. Allez, Allez bon boudin et à l'année prochaine. et à l'année prochaine. Oh la vieille expression de merde. Allez, Bon ciao, ciao, on boudin, s'arrête là. bon boudin, bon Bisous, boudin à tous. ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Bon boudin.